dit, Jean 17, la vie éternelle, c'est de connaître toi, Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaître Dieu, connaître sa personne, connaître son cœur, c'est tellement important. Des personnes, je racontais à quelqu'un tout à l'heure, une jeune femme qui avait fait une école à Jeunesse en Mission, et puis après ça, elle avait été étudiante à l'université, et puis un soir, elle est rentrée à l'université, et puis un homme l'a accosté, l'a mis dans un coin, puis l'a violé. Et sur le lieu du viol, cette jeune femme, jolie jeune femme, qu'on aimait beaucoup, elle a dit au violeur, je te pardonne. Mais elle était quand même blessée. On a tout un concept erroné du pardon, la place du pardon, ça c'est une autre question, mais alors qu'elle est venue nous voir, Christiane et moi, pour partager sa douleur, sa souffrance, tout ça, qu'on a voulu prier avec elle, elle n'arrivait pas à sortir un mot. On lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle dit, mais pourquoi est-ce que Dieu a permis ça? On a beaucoup de pourquoi dans notre vie. Alors j'ai parlé après-midi de Dieu qui console, d'un Dieu qui guérit, etc. Mais derrière tout ça, il faut connaître le cœur de Dieu. Un cœur compatissant, Dieu compatissant, c'est un Dieu qui pleure avec nous, qui souffre avec celui qui souffre. Puis souvent, on n'a pas cette compréhension-là de Dieu, qui a un cœur tendre pour ses enfants, et souvent on l'accuse de nos maux. Puis c'est sûr que si tu accuses, si tu n'as pas confiance au chirurgien, tu ne vas pas en chirurgie. Avec un chirurgien, tu n'as pas confiance. Si Dieu te dit, je veux te guérir, mais tu n'as pas confiance parce que tu as de fausses compréhensions de qui il est, alors ça va retarder le processus. Donc notre défi, c'est connaître Dieu, connaître son cœur de Père pour nous. Un Père avec un cœur de mère, un Dieu qui est tendre, un Dieu qui n'est pas colérique. Souvent les gens disent, mais Dieu dans la Bible, c'est un Dieu de colère, et j'ai peur. Non, Dieu n'est pas colérique. En fait, il l'annonce dès l'Ancien Testament, dans Exode, quand il apparaît à Moïse, il se nomme, il dit, l'Éternel, l'Éternel, compatissant, bienveillant, lent à la colère, riche en bonté. On a besoin de connaître ce Dieu-là qui est le même que dans le Nouveau Testament, qui est le même que Jésus. Jésus a dit, qui m'a vu a vu le Père. Jésus a dit, je suis doux et humble de cœur. Le Père est doux et humble de cœur. Alors, on a besoin d'être libéré de tous ces faux concepts pour qu'on puisse avancer dans notre identité en Dieu, parce que c'est ce Dieu-là qui est un tendre Père qui nous aime. Alors, si vous... c'est-tu le hockey, ça, là? Ah, OK, bon, on peut le laisser, s'il vous plaît, mettez ça plus fort. Si on a besoin de croire dans notre identité, ça commence là. C'est Dieu, je connais ton cœur. Je veux savoir c'est quoi un père, comme tu es un tendre père. Voilà un peu faire le pont avec cet après-midi où j'ai voulu d'abord dire, pour moi, le plus important dans notre vie de couple, c'est que chacun d'entre nous puisse grandir dans qui nous sommes en Dieu. Puis ça repose pas sur une religion, mais une relation avec un Dieu, un Père aimant et compatissant. Et qui connaît ce qu'on vit. Il nous connaît tellement, complètement. Et après ça, on a parlé du rôle, donc les fonctions, là, pour essayer aussi de démystifier certaines choses. Parce que si on veut comprendre aussi le rôle de l'homme, le rôle de la femme, il faut qu'on comprenne Jésus, les voies de Jésus. Jésus qui s'est fait serviteur. Alors, ça repose là aussi, c'est au-delà des versets bibliques, parce qu'on peut rester pogné avec des versets bibliques, puis appliquer des versets bibliques sans l'Esprit de Dieu. Mais si on applique les versets bibliques en comprenant le cœur de Dieu, le cœur de Jésus qui a lavé les pieds de ses disciples, alors là, on commence à lire les versets de la Bible, mais avec un autre regard, avec l'Esprit de Dieu, puis de dire, OK, c'est quoi un chef? Et c'est quoi la valeur de l'homme? C'est quoi la valeur de la femme? Et à ce moment-là, ben, ça nous dégage parfois de certains légalismes dans lesquels on peut se retrouver. Et là, on va parler de la communication. Mais la Bible nous en parle, et c'est sûr que c'est important. Hein, Christiane, la communication, c'est tellement important. Ma femme est... Alors, vous voyez, c'est l'autorité d'influence de ma femme qui fait que j'enseigne sur la communication. C'est elle qui m'a donné tout le programme de la journée. Non, c'est pas vrai. Mais Éphésiens 4, on va lire ces versets-là. Ça parle de la communication en général. Mais c'est intéressant de voir la suite des choses aussi, parce que de Éphésiens 4, il va aller à 5. Ah, ça, c'est fort, mathématiques.
Et puis à 5, il parle du couple. Puis à 6, il va parler, entre autres, du combat spirituel. Un petit commentaire en passant, c'est quand il parle du combat spirituel, dans Éphésiens 6, ça dit qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang. Il dit ça après avoir parlé de la famille puis du couple. Mais la tactique de l'ennemi, c'est de faire en sorte qu'on se batte les uns contre les autres. Pour détruire la société, il détruit les couples, les familles. Alors, on ne doit pas tomber dans le piège. L'ennemi veut diviser l'homme et la femme. Et il y a pas mal de succès, il faut dire, dans notre société avec le taux de divorce, incluant dans nos églises. Éphésiens 4, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. On peut dire, ça c'est pour l'Église, pour le corps de Christ, pas pour notre foyer. Mais ça commence dans le couple. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation nécessaire et communiquent une grâce à ton époux, à ton épouse qui t'entend. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu du couple. Milieu de vous, mais le couple. Soyez bons les uns vers les autres, l'un envers l'autre, compatissants, faites-vous grâce réciproquement. Second, on va dire, pardonnez-vous réciproquement. Moi, je lis de la Colombe. Comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Chapitre 5, soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Voilà quelques indications dans la Bible sur la communication. Et une citation ici de J. Adams, un auteur chrétien, a dit ceci. Une bonne relation entre les deux époux est impossible sans une bonne communication. Fait qu'on va essayer ce soir de voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer dans la communication. Et je vais commencer en disant qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. On a lu dans Éphésiens 4 un certain nombre de choses qu'on ne devrait pas faire, les interdits que j'appelle ici. Pas d'amertume, pas d'animosité, pas de colère, pas de clameur, pas de calomnie, pas de méchanceté. Que ce soit ôté du milieu de nous. Mais à la place, donc aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles. Et verset 31, ça dit que ça disparaisse du milieu de nous. Est-ce qu'il manque un petit bout? Non, c'est bon. Que ça disparaisse du milieu de nous. Donc, il y a des choses qui doivent disparaître. Et donc, un auteur non-chrétien, Yvon Dallaire, un psychologue, cite un chercheur qui s'appelle Gottman, qui est psychologue aussi, qui a identifié ce qu'il appelle les 4 comportements prédicateurs du divorce et qu'il surnomme les chevaliers de l'Apocalypse. Intéressant comme expression, mais en tout cas, il prend des expressions de la Bible. 4 comportements qu'on devrait éviter et que si ces comportements-là sont très présents dans notre vie de couple, c'est des prédicateurs de divorce, ça peut conduire jusqu'au divorce. Un premier comportement, c'est la critique. Jacques 3, verset 9. Voyons voir ce que ça dit. Jacques 3, 9. Par notre bouche, par notre langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alors, j'ai lu dans le journal local de la Voix de l'Est de Granby un article, une fois, ça disait ceci. « Messieurs, gardez-vous de critiquer votre femme. Qui sait si ce ne sont pas ses imperfections qui l'ont empêché de trouver un meilleur mari. »
Alors, il y a une différence entre ce qui pourrait être une plainte et ce qui pourrait être une critique. Une plainte, par exemple, peut-être ceci. Je suis pas contente que tu n'aies pas passé l'aspirateur. On s'était entendu de le faire chacun son tour. La critique, ça va être « Et qu'est-ce que tu as dans le crâne? » Une plainte, c'est « Tu n'as pas mis l'essence dans l'auto comme c'était supposé. Ça va me mettre en retard. » La critique, c'est « Tu n'as pas mis d'essence dans l'auto, tu ne penses jamais à rien. Tu oublies toujours tout. » C'est pas la même chose qu'une plainte. Donc, une critique, c'est un jugement négatif sur la personne, une attaque sur son caractère, sur sa personnalité. Yvon Dallaire va dire, la critique est une attaque à l'intégrité de la personne, surtout si elle revient constamment. C'est quoi ton problème? Donc, les couples malheureux, on va dire dans les recherches qu'ils ont le don de l'escalade et de la critique réciproque. On critique, on se critique mutuellement l'un l'autre et ça augmente constamment. Et si ça revient constamment, ça prépare le prochain chevalier, le mépris. Le mépris, les insultes, les moqueries, exprimer même non-verbalement un dégoût envers l'autre. Le mépris, c'est on cherche à rabaisser l'autre personne. Puis on a des pensées négatives qu'on entretient régulièrement au sujet de l'autre. C'est le contraire du respect. Le mépris rabaisse, le mépris dénigre l'autre. Comment est-ce qu'on peut gaspiller son argent puis son temps comme ça? Tu es un irréfléchi, tu es un paresseux, tu es un bon à rien, etc. Tu es un irresponsable. Alors ça, c'est du mépris et ça devrait disparaître dans la vie d'un couple. Ça ne devrait jamais être là. La défensive. Le problème, c'est pas moi, c'est toi le problème. Je suis jamais en faute. C'est toi qui es en faute. Et chacun essaie de gagner des points. Personne n'est prêt à regarder ses propres torts. Et c'est l'autre qui est le responsable. Et quatrièmement, la dérobade. La dérobade, je fuis la situation, j'évite les discussions. Voilà. Je m'implique pas, je fuis. Je me retire, je m'isole, je coupe les ponts et je creuse un fossé. On dit que la critique est typiquement féminine et que l'attitude défensive et la dérobade sont typiquement masculins. Il peut y avoir les deux, mais on dit que la critique, c'est plus féminin, mais la tendance à se défendre, c'est pas moi le problème, c'est toi, et la dérobade, c'est plus masculin. Donc, on doit faire attention à nos points faibles, hommes et femmes. Une anecdote ici, il y a deux conjoints qui ne se parlent plus du tout, puis que maintenant, dans leur vie de couple, ils ne se communiquent que par billets écrits interposés. Alors un soir, le mari écrit à sa femme, « S'il te plaît, réveille-moi demain à 7 heures, je dois aller travailler. » Le lendemain matin, il se réveille, il voit qu'il est 10 heures, il panique, puis il voit sur la table un petit billet qui est marqué, « Il est 7 heures, réveille-toi. » Alors, dans cette dérobade, on se retire, on s'isole, ou on boude, on fait du boudin. Il y a un autre interdit qui ne devrait pas faire partie de nos vies de couple, et je l'appelle l'explosion. L'explosion de colère, l'hostilité, l'agressivité dans le couple. Ça peut être verbal, et malheureusement aussi, le verbal peut blesser autant, sinon plus, le physique, mais verbal et physique. Et c'est là où on attaque, on se débat, et on cherche à blesser l'autre, émotionnellement, psychologiquement ou physiquement. Et des vieux auteurs, des vieux sages comme Marc Aurèle disaient « Combien plus graves sont les conséquences de la colère que ses causes. »
combien plus graves sont les conséquences de la colère que ses causes. La Bible indique qu'il peut y avoir une sainte colère. Comme on a lu dans Éphésiens, je ne sais pas si vous avez remarqué, Éphésiens 4, ça dit « Si vous mettez en colère, ne péchez pas. » Alors la colère en tant que telle, c'est comme un thermomètre. Quand tu as de la fièvre, tu prends ta température, puis ça monte. Ça indique qu'il y a un foyer d'infection. Alors, l'émotion de colère peut être tout à fait neutre et indicatrice qu'il y a quelque chose qui se passe présentement qui vient me chercher. Il y a quelque chose que l'autre vient de dire ou de faire qui vient susciter en moi une émotion de colère. Si je me mets en colère, je dois ne pas pécher, dit la parole. Donc, je dois savoir quoi faire avec cette colère, m'en servir plutôt que de la laisser me dominer et que ça devienne un péché. Alors, des signes d'une colère malsaine, si vous n'êtes pas sûr par rapport à votre colère, vous dites, René a parlé de ça à soir, chérie, moi j'ai une sainte colère. Voyons des signes que ce n'est pas une sainte colère, si elle est rapide, si elle résiste peu à l'offense, s'il n'y a pas de maîtrise qui s'ensuit, si j'exprime ma colère avec des paroles méchantes, un ton de voix élevé, des menaces, si je fais des gestes menaçants, et si j'ai des actions destructrices, et si elles durent des jours. Donc, cocher, là, pas une sainte colère. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on doit prendre conscience qu'il peut y avoir des comportements dans nos vies de couple, c'est des comportements à risque, et chercher les moyens pour que ces comportements-là disparaissent de notre vie de couple. Alors, l'antidote, si vous mettez en colère, ne péchez pas. L'antidote, c'est d'arriver à une certaine maîtrise de soi. Alors, certains éléments, un, c'est apprendre de bonnes respirations. Un jour, ma femme avait été à Sherbrooke dans une conférence pour les femmes sur la colère. Et là, on lui avait donné un truc. On lui a dit, mesdames, quand l'émotion de colère monte, alors la respiration est raccourcie. Alors, ce que vous devez faire, c'est prendre de grandes respirations. Et puis un jour, on était en conversation, je n'ai aucun souvenir de ce que c'était, mais je me souviens de ma femme, par exemple. J'ai dû faire quelque chose, ça m'arrive presque jamais. J'ai dû faire quelque chose qui l'a énervée. Fait qu'elle sentait la colère venir, fait que ma femme, elle est drôle, cette femme-là, vous savez, si vous prenez la conne, elle est drôle. Elle me regarde comme ça, puis elle fait... Je savais qu'elle avait suivi le cours, fait que je savais qu'elle m'envoyait un message. « René, tu m'énerves, tu me mets en colère! » Alors, maîtrise de soi, c'est en quelque sorte, c'est qu'on n'est pas obligé de laisser nos émotions nous contrôler. Et souvent, on est à l'envers là-dedans. Quand à un moment donné, après 6 mois, les gens sont jeunes mariés, ils se regardent l'un l'autre, ils ne ressentent plus l'émotion d'amour, fait qu'ils concluent « je ne t'aime plus ». Non, l'émotion est un indicatif qui est là, mais l'amour, c'est un choix. Et la même chose par rapport à la colère, j'ai le choix de me soumettre ou pas à cette émotion-là. Je dois dire à mon émotion de colère, tu te calmes. Il m'est arrivé une fois, je commençais à m'énerver dans une situation, et puis je sentais la colère venir, puis j'ai dit intérieurement, pas avec ma femme, c'est une autre situation, mais je dis, je refuse cette colère. Intérieurement, je me disais ça, dans le monde, j'ai dit, je ne veux plus cette colère. Puis après, la paix est venue. Fait qu'il y a un élément de maîtrise de soi. Dans le fruit de l'esprit, dans Galates 5, ça en fait partie, la maîtrise de soi. On peut demander, Saint-Esprit, s'il te plaît, fais-moi grandir dans la maîtrise de soi. Un autre aspect aussi, c'est, des fois, il y a des gens qui ont des racines de colère, une image pour l'intimidation. Il y a des gens qui ont été intimidés quand ils étaient jeunes, ou qui ont été blessés dans des situations vraiment déshonorantes, et puis ont développé une colère intérieure, qui fait que dans la vie de couple, il va y avoir juste des situations qui vont être des éléments, j'appelle ça des éléments déclencheurs. Seulement, c'est qu'on pèse sur un bouton, un point sensible, comme si on t'avait tapé 10 fois à la même place. Je niaisais ma mère des fois quand j'étais jeune. Ma mère avait des beaux gros bras, puis je faisais comme ça. Elle m'a dit, aïe, tu me fais mal. Ça fait mal parce qu'on a une sensibilité développée. L'autre, il ne sait même pas ce qui se passe, puis tout à coup, boum, ça explose. Alors, il faut être conscient que, est-ce qu'il y a des racines? Est-ce que j'ai des vécus dans mon passé où j'ai été intimidé? Est-ce que j'ai été victime d'abus?
dans l'autorité qu'on a exercée sur moi. C'est peut-être à l'école, peut-être à la maison, etc. Puis à ce moment-là, il faut aller chercher de l'aide. Des fois, c'est comme, la personne va dire, c'est plus fort que moi. Généralement, on est capable d'avoir une certaine maîtrise, mais il faut prendre au sérieux cette expression-là, c'est plus fort que moi, j'arrive pas. Puis alors là, il faut pouvoir aller chercher de l'aide pour désamorcer ces points déclencheurs qui sont dans nos vies. Donc ça, c'est un deuxième aspect par rapport à la colère. Un troisième aspect aussi, c'est dire non à cette colère incontrôlée. Être d'accord avec l'idée que c'est pas correct que je me laisse aller. Il y a des gens qui vont penser que c'est correct, il faut que tu laisses aller ta colère. Non, je refuse ça. Il y a des gens qui vont dire que c'est une bonne chose, ça défoule, ça fait du bien, il faut que ça sorte. Non, ce n'est pas une bonne idée. Proverbe 15:1 dit ceci, une réponse douce calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. On doit apprendre à dire non à la colère incontrôlée et ne pas hésiter à aller chercher de l'aide. Alors, j'ai commencé en disant qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la communication. Maintenant, on va regarder quelles sont les choses qu'on peut faire dans la communication. Puis une première chose, c'est apprendre à communiquer régulièrement. On a besoin de nourrir la relation. Et en apprenant à communiquer régulièrement, on va éviter l'accumulation de conflits qu'on ne résout jamais. Une première chose qui est importante de savoir, c'est que c'est normal d'avoir des conflits. Notre fille Esther, quand elle s'est mariée, quand elle a eu des chicanes avec son mari, elle était toute surprise. Parce que nous, on a eu des chicanes, ma femme et moi. On a eu des bonnes, mais jamais devant nos enfants. C'était un principe qu'on a voulu faire. La chose qu'on a manqué, on aurait dû dire à notre fille Esther, Esther, on a eu des conflits, on a des conflits, mais on les résout, on travaille là-dessus. Mais c'était fait une fausse idée que un mariage heureux, c'est un mariage sans conflit. Quelqu'un a dit que l'idée que deux personnes puissent passer 25 ans ensemble sans une querelle sérieuse évoque une apathie qu'on ne saurait admirer que chez les moutons. Alors, il faut qu'on se déconstipe un peu, puis qu'on se dise, ben, c'est normal, là, on n'est pas un couple anormal si on a des conflits. Tous les couples ont des conflits. Et si un couple n'a pas de conflit, un jour, un couple témoignait dans une église, et puis le monsieur disait, 19 ans de mariage, pas un nuage. Quelqu'un dans la pièce a dit, mais quelle sécheresse! Si ta vie de couple, tu n'as jamais de conflit, elle est plate, ta vie de couple. Il y a une femme qui se plaignait en disant ceci. Elle était malheureuse dans son ménage, puis on lui demande, mais si elle se disputait souvent avec son compagnon, elle dit, malheureusement, on ne se dispute jamais, on n'a absolument rien à se dire. C'est plate. Donc, il faut dédramatiser la situation. Vous n'êtes pas anormal. Sortez du complexe d'anormalité. On a tous des ajustements à vivre. Mais nous, ça fait 40 ans bientôt. Bon, ça fait 40 ans qu'on se côtoie parce qu'on s'est fiancés en novembre il y a 40 ans. Décembre. Je t'ai demandé en mariage en octobre, novembre. Et puis, on a encore des situations qu'il faut qu'on fasse des mises au point. Encore maintenant. Pourquoi? Ben parce que la vie suit son cours. On a des saisons différentes aussi. On n'avait pas d'enfants, des enfants, ni vide, ménopause, andropause. Ça existe l'andropause pour les gars. Moi, je l'ai eu. Il fallait que je me change la nuit. J'étais en lavette. Je fais partie des 15% à peu près qui ont eu des grosses vagues de chaleur. Pas tous les gars ont ça. Mais andropause, ménopause, en plus, après ça, c'est la retraite. Alors, il y a toutes sortes de nouvelles saisons, toutes sortes d'ajustements. C'est comme ça. Enfin, ça demande des ajustements, puis les ajustements, ça se fait au travers de frictions, puis oups, c'est quoi cette affaire-là? Puis maintenant, on ne cesse de découvrir des nouvelles choses chez l'autre, non, chez l'autre aussi, même chez soi. Alors, voilà, il y a des saisons dans nos vies. Donc, ce n'est pas anormal, mais ce qui est anormal, c'est de laisser les conflits s'accumuler. De laisser ça, tu sais, on a un conflit, on ne règle rien, on passe un conflit, on ne règle rien. Fait que là, les vidanges s'accumulent. Un pasteur est venu me voir, on m'a désespéré avec un couple. Puis, il ne savait pas quoi faire avec ce couple-là, puis ils sont venus me voir avec le pasteur.
Et puis là, le couple me racontait leur vécu, puis avec un certain petit sourire au bord des lèvres, parlait de l'adultère de l'un, puis l'adultère de l'autre. Là, je regardais, là, j'en revenais pas, là, il n'avait pas à prendre ça au sérieux. Là, je leur ai dit, je ne fais pas toujours ça en relation d'aide, là, pour que vous ayez une mauvaise idée de moi, là. Je leur ai dit, votre vie de couple est bâtie sur un dépotoir. Si vous avez un dépotoir, vous mettez un peu de terre par-dessus, mettez une maison dessus, ça va arriver quoi après quelques années? La maison va être tout croche. Fait qu'il faut qu'on règle nos choses. Il y a des gens qui accumulent les conflits sans rien régler. Alors, ce que ça fait, c'est beaucoup d'accumulation. À un moment donné, c'est juste une flamèche, pouf, ça pète. Il y a une explosion qui vient. Éphésiens 4, 26, ça dit, « Si vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. » Ça veut dire, il faut régler les affaires au fur et à mesure, il ne faut pas les accumuler, puis sans jamais rien régler, mais il ne faut pas perdre de temps à régler les choses. Le temps ne règle pas les choses. Si vous dites, oh, j'ai une carie, mais c'est pas grave, avec le temps, ça va s'arranger, ça ne va pas s'arranger de même. À un moment donné, tu vas avoir hyper mal, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas le temps qui va régler les choses. Si tu as un char, tu as un peu de rouille, puis tu dis, oh, avec le temps, ça va s'arranger, bien, ça ne va pas s'arranger rapidement. À un moment donné, il va falloir faire quelque chose comme ça, par rapport à ça. Alors, une fissure dans une maison, il faut s'en occuper. Parce que sinon, toute ta maison va être être affectée, puis tu vas avoir des gros problèmes après. La rouille dans un char, à un moment donné, mais ton char, il ne vaudra plus rien si tu n'en occupes pas. C'est la même chose pour les problèmes. Il faut qu'on puisse y travailler au fur et à mesure. C'est arrivé d'avoir un couple âgé qui nous voit en relation d'aide, puis là, ils me partageaient des choses qu'ils avaient vécues il y a des dizaines d'années, puis qui n'étaient pas encore réglées encore aujourd'hui. Alors, on peut se poser certaines questions. Est-ce que dans nos vies de couple, il y a des choses qu'on n'a jamais réglées dans différents domaines, comme celui de la colère, violence verbale et physique et abus d'autorité? Est-ce qu'il y a eu des situations comme ça où, on n'a jamais pu régler ça à notre satisfaction mutuelle? C'est resté là, puis c'est emmagasiné en quelque part dans nos mémoires, dans nos blessures. Ou des situations où il y a eu des paroles blessantes, des disputes où on s'est couché sur notre colère, puis on n'est jamais revenu dessus. Des mensonges qui ont été dévoilés, mais qui n'ont jamais été corrigés. Des situations au niveau de relations sexuelles où on a imposé des désirs sexuels sur l'autre, alors qu'on va faire les choses d'un commun accord. On a fait du chantage. On a imposé des films pornographiques à l'autre. Et puis là aussi, on n'a jamais réglé ce genre de conflit. L'adultère, qui se sont passés, mais jamais eu réparation adéquate. La pornographie. Il y a beaucoup d'hommes, incluant dans l'Église, qui ont des problèmes avec la pornographie. J'ai mis ici 2 sites Internet, des outils qui aident les gens qui luttent avec ça. Puis il y a des luttes à tous les niveaux, même au niveau des pasteurs, avec la pornographie. Covenant Eyes, c'est un site Internet qui donne un outil où on peut signer là-dessus, puis il y a 3 personnes qui, dès que vous êtes sur votre ordinateur, vous allez à une place, vous ne devriez pas aller, ils reçoivent un courriel, puis ils vous téléphonent, puis ils vous disent « OK, je suis au courant que alors tu es redevable à 3 personnes. » Ou X3 Watch, que je ne connais pas, mais je sais qu'il y a des gens qui utilisent ces outils-là, ça peut être très utile. Problème de masturbation aussi, qu'il peut y avoir dans le couple, qui vont amener une division dans le couple, et toutes sortes d'autres situations. Donc, est-ce que dans nos vies, il y a des situations où on a besoin de faire le ménage en vue d'une réconciliation et qu'on a pensé que le temps réglerait les choses, alors que ce n'est pas le temps qui règle les choses, c'est vraiment de faire face à la difficulté, en parler, recevoir de l'aide appropriée quand il faut qu'il y ait de l'aide, et puis pouvoir dire maintenant, si c'est réglé, on passe à une chose. Le vrai oubli, c'est
vraiment faire face à la difficulté pour ne plus avoir à y revenir. Mais un mauvais oubli, c'est si on se dit on oublie tout, bien, généralement ce qu'on fait, c'est on oublie tout puis on recommence. Parce qu'on n'a pas réglé le problème, la situation revient. Celui qui oublie l'histoire est condamné à la répéter. Celui qui ne tient pas compte du besoin de régler les choses correctement est condamné à la répéter. Ça ne veut pas dire que parce qu'on a... Par exemple, si je prends l'exemple de l'adultère, si un adultère survient dans une vie de couple, je ne veux pas dire parce qu'on l'a réglé qu'on ne s'en rappelle plus, mais le souvenir n'a plus la même portée parce qu'on a pu travailler à la restauration. Il n'y a plus la dynamite qui est rattachée à ça, il n'y a plus le mal, la blessure, même si ça l'a fait mal. Une bonne restauration va faire en sorte que ça deviendra juste un mauvais souvenir auquel on ne référera plus. Donc, il faut pouvoir faire face aux conflits passés. Celui qui couvre une faute recherche l'amour et celui qui rappelle dans ses paroles divise les amis. Proverbe 17, 9. Quand il y a vraiment résolution de conflit, à ce moment-là, on n'y réfère plus. On n'en reparle plus, on n'en garde pas comme munition pour contre-attaquer à un moment donné. Alors, quand le verset nous dit que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ben, il peut y avoir des couples qui prennent ça à la lettre. Puis là, il est rendu 2 heures du matin. On est encore en train de parler du problème. On est crevé, fatigué. Mais la Bible dit, il faut pas que le soleil se couche. Mais là, il est couché, ça fait un sacré bout de temps. Ah, je suis crevé. On n'arrive plus à voir clair. Ça veut pas dire, ce verset-là ne dit pas ça textuellement. Ça dit, dépêche-toi. Laisse pas traîner ça. Fait que le conseil que je vous donne, quand il y a un conflit, puis ça se passe le soir, puis généralement le soir, on ne devrait pas entamer de discussions sérieuses après 9 heures du soir. Déjà là, ou avant ça, peut-être pour certains, ça plus couche-tôt, je ne sais pas. Dites, OK, il y a un problème, mais on peut-tu s'en reparler comme demain à telle heure, ou samedi, on va prendre un temps à part, on fixe un rendez-vous. Comme ça, quand on va faire face au conflit, on sera plus reposé, mais on ne repousse pas ça, comme on dit au calendrier grec, on repousse ça le plus proche possible. Alors, un petit conseil d'un psy qui dit ceci, les couples heureux évitent de se disputer au retour du travail, au moment d'aller se coucher. Au moment d'aller se coucher, important. Ça, des fois, c'est frustrant aussi quand on veut avoir une communion intime, un rapport sexuel. Puis là, la femme dit « Ah, mais il faudrait que je te parle de ceci, puis de cela. » Ça, boy, pour l'homme, c'est pas facile. Ça l'éteint un peu, hein? Vous savez, nous, les hommes, vous savez l'histoire des tiroirs, peut-être, non? Vous connaissez l'histoire des tiroirs. Nous, les hommes, on fonctionne par tiroir. Alors, on a cette capacité de mettre des choses de côté. Le travail, c'est un tiroir. Puis les enfants, c'est un tiroir. Les finances, c'est un tiroir. Et puis le sexe, c'est un autre tiroir. Fait que quand on arrive dans la chambre à coucher du soir, là, tous les autres tiroirs sont fermés. On a ouvert juste le tiroir du sexe. Les problèmes ailleurs, c'est pas grave. Là, on est occupé à une chose. La femme, elle n'a pas de tiroir, juste 2 grandes portes, puis tout est dedans. Tout est là en même temps, pêle-mêle. Fait qu'elle ne peut pas faire l'amour avec toi si elle n'a pas réglé ceci, elle n'a pas réglé cela. Il faut qu'elle mette de l'ordre dans son armoire avant de pouvoir faire l'amour. C'est la belle différence entre l'homme et la femme. Alors, nous, les hommes, on est appelés à juste dire, investir sur la communication avant d'être rendu dans le lit, peut-être ça aiderait aussi. Mais on est appelés à apprendre à communiquer puis à apprécier notre épouse dans sa différence. Donc, pour au moment de se coucher, pas au volant d'une voiture, qu'on nous dit, et pas le ventre vide ou lorsqu'il y a eu consommation d'alcool. Voilà quelques petits conseils quand est-ce qu'on évite de se discuter. Un couple marié, j'ai un article ici, j'ai lu d'un couple marié 80 ans. Et il est dit dans le titre qu'ils ne se sont jamais couchés sur un argument, sur une dispute. Alors, ça, c'est en 2005. Percy Arrowsmith, il avait 105 ans. Et sa femme avait 100 ans, Florence. Ils célébraient leur 80e anniversaire de mariage. Et puis, les Arrowsmith
disaient que la clé pour leur long mariage était qu'ils ne s'étaient jamais couchés sur un argument. Ils ont dit que toujours, ils s'embrassaient l'un l'autre et se donnaient la main avant de s'endormir le soir dans leur lit. Pas mal, hein? Pas mal. Je ne peux pas dire que j'ai fait ça avec Christiane. Hein? Christiane, on ne peut pas dire qu'on a fait comme ça, mais on a 40 ans encore devant nous pour travailler là-dessus. Pas pire, hein? Ça fait 40 plus 66, ça fait 106 ans. Oh oui, à 106, ça peut arriver. Comment? C'est correct? OK, à ne pas répéter, merci. Alors, quand on a un conflit, on est appelé à communiquer dans l'humilité. Et donc, une situation à régler, c'est elle, c'est toi, il y a eu une situation de conflit, un argument, un désaccord, vous êtes disputés, et il y a quelque chose à régler. Alors, première chose, je dirais, il faut qu'on prépare son cœur. Est-ce que c'est moi le fautif? Ou quelle est ma part là-dedans? L'autre a sa part, probablement, mais la mienne, c'est quoi? Est-ce que j'ai de la colère? Et si je veux parler avec l'autre, est-ce que c'est pour avoir raison? Est-ce que je veux rabaisser l'autre? Est-ce que je veux le rendre coupable? Ou est-ce que je veux honnêtement résoudre la situation? C'est quoi mon attitude? Est-ce que j'ai une attitude de respect dans ce que je vais parler avec l'autre? Ou est-ce que je veux dominer l'autre? Est-ce que je veux me venger? Christiane, elle avait trouvé un moyen aussi de me rassurer. Elle dit là, René, je ne veux pas t'attaquer, mais je veux juste clarifier la situation pour te dire ce qui est sur mon cœur. Là, ça me... Mon bouclier, je le baissais, je me mettais moins sa défense, elle ne veut pas m'attaquer, c'est une bonne nouvelle. Je suis content. Alors, on prépare son cœur. Ensuite, être prêt à faire les premiers pas. Oh, elle est beaucoup plus coupable. Oui, il est beaucoup plus coupable. C'est lui qui a commencé, c'est elle qui a commencé. Fait que c'est à l'autre de faire les premiers pas envers moi. L'humilité va chercher à être le premier à faire une démarche de réconciliation. Alors nous, quand on était jeunes mariés dans les 5 premières années, les pires situations, c'est lorsque les deux ont boudé, lorsque c'était un silence. Puis là, un silence de 24 heures, je trouvais ça, pour moi, c'était la souffrance ultime. On était dans la maison, on se côtoyait, allô, bonjour, that's it, pendant 24 heures de temps. Oh, je trouvais ça donc pénible. Alors, le premier à briser le silence, qui c'est qui va le faire? Qui c'est qui va avoir l'humilité assez pour dire, ben là, il faudrait peut-être qu'on jase, qu'on se parle. Alors, idéalement, l'homme et tes chefs devraient être toi qui prends l'initiative. Mais c'est peut-être elle qui va souvent le faire parce qu'elle est peut-être plus sensible et qui sait, peut-être. Peut-être. Donc, être prêt à faire les premiers pas. 1 Pierre 5, verset 5 dit de même, jeunes gens, soyez soumis aux anciens, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous tous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais donne sa grâce aux humbles. Ensuite, s'humilier, c'est reconnaître ses torts. Il y a une façon de le faire. Parce que l'autre dit, on peut dire, j'ai pas été correct, je me suis mis en colère, mais c'est de ta faute. Pas de même que ça marche. C'est tard. Je parle de moi. Je suis désolé. J'ai pété un plomb. Je me suis mis en colère. J'aurais pas dû. J'ai dit des paroles que je regrette amèrement. Point. Le reste appartient à l'autre. Ne t'appartient pas. Si l'autre dit « Je te pardonne, merci beaucoup, puis arrête ça là », puis sans reconnaître sa part, c'est pas ton problème. Tu laisses ça dans les mains de Dieu. Alors, l'humilité, là-dedans, c'est un choix, puis je dirais que c'est le plus gros problème que Dieu a avec l'humanité. L'orgueil. On a tous une tendance à l'orgueil. Donc, dans cette démarche de réconciliation, si elle est sincère, elle va avoir les ingrédients suivants. Premier ingrédient, je vais nommer ma faute. Vous savez, on a une certaine façon d'aborder les choses qui est style, par exemple, un petit détail me dit, je m'excuse.
Bon, si tu t'excuses toi-même, je n'ai pas besoin de t'excuser. C'est plus facile de dire « je m'excuse » que de dire « je te demande pardon ». N'est-ce pas? Parce que tu demandes pardon, c'est comme je te demande pardon. C'est plus forçant, ça demande une humilité plus grande. Ensuite, je te demande pardon, puis là, pour ma colère, je nomme ma faute. Je nomme l'offense que j'ai faite. Et là, je confesse. Donc, je nomme mon péché et je le confesse. Pardon pour mes paroles méchantes, pour ma colère, etc. Une bonne réconciliation va aussi tenir compte de la blessure que j'ai causée à l'autre. Si j'ai eu des paroles méchantes, des gestes méchants, j'ai blessé l'autre, puis je dois être conscient que ça a eu un impact dans la vie de l'autre. Et je dois prier pour sa guérison. Je dois prendre soin de l'autre que j'ai blessé. Il y a des conflits qui peuvent causer de très profondes blessures. J'ai mentionné tantôt l'adultère, par exemple, la violence, des paroles très blessantes ou des abus au niveau de la sexualité. Alors ça peut prendre plus de temps pour qu'il y ait une restauration dans la situation. Peut-être que l'autre qui a été offensé ne pourra pas dire tout de suite « je te pardonne ». C'est correct. Tu laisses le temps à l'autre de pouvoir vivre un temps de restauration avec Dieu. Mais à un moment donné, vient le pardon. Quand quelqu'un demande pardon, quand on passe à cette période dépendant de l'offense, il y a des offenses qui se pardonnent tout de suite, d'autres qui... L'autre a besoin de reprendre son souffle puis y revenir ensuite, mais à un moment donné, le pardon est un geste important. Matthieu 18, versets 21 et 22 dit ceci. Alors Pierre s'approcha et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? » Jusqu'à 7 fois, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Un autre passage, un autre évangile, la même question est posée, mais il est mentionné, il est ajouté, « s'il se repent ». Tu ne peux pas aller à ton conjoint en lui disant « je te pardonne » si ton conjoint ne t'a pas demandé pardon. Tu peux dans ton cœur dire « Seigneur, je pardonne pour le mal qu'il m'a fait, je règle ça avec toi », mais l'autre doit demander pardon. Pour qu'il y ait une véritable réconciliation, il faut qu'il y ait une repentance de la part de la personne qui t'a offensé. Je n'ai pas la référence sous les yeux, mais si elle a besoin de la trouver, je pourrais vous la trouver. Ensuite, il faut travailler à la restauration de la confiance. Il y a une différence entre le pardon et la confiance. Le pardon, c'est quelque chose qui ne se gagne pas, qui ne se mérite pas, c'est gratuit. Mais la confiance, c'est quelque chose qui se gagne. Exemple, si quelqu'un vient chez moi, que je connais un peu, il est gentil, il est mon ami, tout ça, et puis il quitte la maison, puis 1 heure après, il revient avec mon ordinateur qui m'a piqué dans la maison, en disant « René, je te demande pardon, je te rapporte ton ordinateur que je t'ai volé, je l'aimais beaucoup. Mais là, je pense que c'est pas correct que j'ai fait ça, je te demande pardon. » Je te pardonne, mais la prochaine fois qu'il va venir en visite, je ne vais pas le laisser tout seul dans mon salon. Pourquoi? Il y a une confiance qui a été brisée, puis une confiance brisée a besoin d'un temps de restauration. Même chose pour le mensonge. Si tu as une mauvaise habitude de mensonge, l'autre te pardonne, mais ça va prendre du temps que l'autre te fasse confiance, que tu dis maintenant la vérité. Puis tu ne peux pas dire à l'autre, ben, tu ne m'as pas pardonné parce que tu ne me crois plus. Non, il y a eu un bris de confiance. Et la confiance n'est pas un choix de la part de l'offensé. La confiance, c'est quelque chose qui se mérite, qui se gagne de la part de l'offenseur. Même chose pour l'adultère, la pornographie, ce genre de choses-là. Lorsqu'il y a confession, c'est correct, il y a pardon, mais après, il faut qu'il y ait restauration de la confiance. Il faut comprendre qu'il y a du temps qui peut venir avec ça. Et dans ces cas-là aussi, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide extérieure. Quand il y a des situations qui sont une grave offense dans la vie d'un couple, il ne faut pas hésiter d'aller chercher de l'aide. Parfois, c'est avec un autre couple mature, en qui on fait confiance. Parfois, c'est des gens qui sont dans le ministère d'aide, qui se spécialisent là-dedans. Je continue. S'il y a des questions, on peut garder ça pour après.
Communiquer de façon personnelle. Le cœur de la vie conjugale est son système de communication. On peut dire que le succès et le bonheur de tout couple sont proportionnels à la profondeur de ces dialogues. Donc le mot profondeur ici que je souligne, on veut parler de communiquer de façon personnelle et non pas superficielle. Il faut comprendre ici aussi que nous, les hommes, on communique différemment que les femmes. J'ai entendu ceci, on dit que l'homme, dans une journée, utilise 2000 mots, puis la femme en utilise 4000. Mais le problème, c'est que l'homme les a tous utilisés avant de rentrer souper. Une autre citation plus sérieuse, celle-là, dit ceci. La sociolinguiste Deborah Tannen a analysé et décortiqué les styles de conversation entre les hommes et les femmes pour essayer de comprendre pourquoi ils ont tant de difficultés à communiquer entre eux. Elles ont ainsi démontré que les hommes parlaient tout autant que les femmes, sauf qu'ils ne parlaient pas dans les mêmes circonstances, des mêmes sujets, ni pour les mêmes objectifs. Vous allez avoir une soirée avec 5 hommes, 5 femmes qui vont se retrouver dans une maison. Les hommes sur un bord, les femmes de l'autre. Pendant toute la soirée, les hommes vont parler de hockey, de poêle à bois, d'entrée de cours, de char, etc. Les femmes vont parler des enfants, des petits-enfants, des relations, la ménopause, des menstruations, etc. L'aspect relationnel, c'est l'aspect qui est fort chez les femmes. L'aspect des fonctions des objets, c'est l'aspect qui est fort chez les hommes. Si vous écoutez la radio, les commentateurs du hockey, par exemple, vont dire, moi j'appelle les mémères du sport. Ça parle, ça parle, ça parle. On parle, nous les hommes. On est capable de parler, mais pas des mêmes affaires. Alors, on dit que pour elle, pour cette recherchiste, elle disait la communication mâle-femelle est une communication interculturelle. Il y aurait plus de différences dans la façon de communiquer entre l'homme et la femme qu'il y en aurait entre le macho québécois, le cow-boy américain et le samouraï japonais. Donc, on a des différences. Mais on a besoin de se rejoindre dans la différence. Une des choses qu'on doit comprendre, c'est que ça prend du temps de communiquer. On ne peut pas passer à côté de ça. Il y a des voleurs de temps. Il y a des voleurs de temps. La télévision, c'est un voleur de temps. Internet, un voleur de temps. Les gadgets, les cellulaires. Aujourd'hui, les jeunes se retrouvent dans une salle, puis c'est tout devant leur machin. Puis il y a des voleurs de temps et on doit être attentif à ça. On a besoin de planifier nos moments ensemble. Un beau moment, c'est autour de la table. Quand il n'y a pas d'enfants, quand la saison des enfants, ça va être différent, d'accord, je vois les sourires ici. Donc, il y a des moments qu'on doit essayer de se planifier en dehors quand il y a des enfants qui sont à la table. Mais quand on est juste les deux, c'est la beauté d'un nid vide. Moi, j'apprécie le nid vide. Avec Christiane, on pouvait se dire tout autour de la table, sans espion, autour de nous. Si on va au restaurant, c'est pas pour lire le journal chacun son bar, c'est pour jaser ensemble. Des fois, c'est prendre des marches ensemble. Voleur de temps, télévision dans la chambre à coucher. Aux Indes, à un moment donné, il y avait des problèmes, il y avait trop de naissances. Fait que ce que l'État a fait, ils ont acheté des télévisions et donné ça aux gens. Il y a eu moins de naissances, les gens regardaient la télévision, ils faisaient moins l'amour. On est appelé à mieux communiquer, il y a écouter et parler. On va parler de savoir écouter. Jacques 1,19 nous dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. » Donc, quelques caractéristiques sur l'écoute. L'écoute est primordiale. Et une première chose, c'est apprendre à écouter avec attention. C'est là en train de lire ton journal, boire ton café, oui, puis quoi le score là, au juste là? Puis, non, c'est pas une écoute attentive. Des fois, on peut s'aider en tenant la main de l'autre, en se regardant dans les yeux, pour vraiment montrer qu'on est attentif avec la personne. Un petit livre de Paul Tournier, Pour mieux se comprendre entre époux, il dit ceci sur l'écoute. Pour comprendre vraiment, il faut écouter et non répondre. Écouter longuement et très attentivement. Pour aider qui que ce soit à s'ouvrir, il faut lui en laisser le temps, le questionner tout juste et délicatement pour lui faire mieux exposer ce qu'il a éprouvé. Donc, prendre le temps, écouter attentivement.
Maurice Rey, qui était un mentor pour moi, un homme de la Suisse, qui était pasteur et conseiller en relation d'aide, il racontait qu'un jour, il y a une femme qui lui avait parlé pendant 2 heures de temps. Lui, il n'avait pas dit un mot, presque rien. Puis quand la femme est partie, elle a dit, vous savez, Monsieur Rey, vous m'avez fait tellement de bien. Elle a trouvé quelqu'un qui l'écoutait. Des fois, j'ai des gens en relation d'aide qui disent, fait tellement de bien de parler ici, parce que je peux parler à quelqu'un qui m'écoute. Elle dit, le seul problème, c'est qu'il faut que je vous paye pour ça. C'est arrivé. C'est un peu triste si votre conjoint a besoin d'aller payer quelqu'un parce que vous ne l'écoutez pas. Sans préparer sa réponse. Pendant que je pense à la solution, à la réponse à apporter, je n'écoute pas comme il faut. C'est très difficile, hein? Parce qu'on a cette tendance naturelle-là. OK, il y a ça, bien, voici la réponse. Mais une chose qui aide beaucoup aussi, si vous avez déjà lu le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus », l'homme a besoin de découvrir que quand la femme lui parle, elle ne cherche pas une solution. Elle cherche juste à être entendue. Nous, les hommes, quand la femme nous parle, on essaie de trouver une réponse à son problème. Puis moi, ça m'a relaxé quand j'ai découvert ça. Je peux juste écouter, juste être attentif, lui dire « je te comprends », et puis ça s'arrête là. C'est relaxant. Il y a une petite vidéo intéressante sur Internet, c'est en anglais, et puis le titre du vidéo, c'est « It's about the nail », N-A-I-L, un clou. Ça concerne le clou. Et la femme, elle est là, et puis elle a littéralement un clou qui est collé sur son front. Puis elle dit à son mari, « Chérie, j'ai mal à la tête, etc. » Il dit, mais tu as un clou sur le front. Elle dit, « Je ne veux pas entendre tes solutions, je ne veux pas entendre tes réponses, je veux juste que tu m'écoutes. » Fait que là, elle parle de ça, puis son mari dit, « Ah oui, je te comprends. » Ah, ça me fait tellement de bien. Puis là, elle vient pour l'embrasser, puis tac, un coup de clou sur le front. C'est sur Internet. C'est pas mal bonne, celle-là. Écoutez avec sang-froid, patiemment. Il y a des fois où la personne va te dire quelque chose, puis vraiment, ça vient le chercher. Là, tu te sens attaqué, et puis tu as des émotions qui montent à la surface. Puis peut-être que l'autre aussi a des émotions, pleure, etc. Il faut accueillir ça et être patient. Sans interrompre. Là, il ne faut pas quand même... Il y a une mesure. Quelqu'un a dit, moi, pendant 6 mois, je n'ai pas parlé avec ma femme parce que je ne voulais pas l'interrompre. Donc, il y a des limites. Hein? Hommes et femmes, là, il faut trouver un juste milieu. Il faut être conscient que vous, les femmes, c'est une capacité de parler facilement que nous, on a moins. Il faut quand même donner un break à un moment donné pour qu'on puisse dire quelque chose. C'est l'équilibre. J'aime ce mot-là, l'équilibre. Mais il faut faire attention de ne pas interrompre. Il faut laisser à l'autre le temps de s'exprimer jusqu'au bout. Moi, quand je suis en conseil en relation d'aide, je fais très attention. Parfois, je interromps, mais je vais être très attentif. Et des fois, je vais m'interrompre à la mauvaise place, puis je vais m'en vouloir un peu. Donc, il faut faire attention à ça. Et, comme je vous disais tantôt, sans chercher la solution. Quand on écoute pour écouter. Parler maintenant. Il faut parler en voulant se faire comprendre, pas pour se défouler. Et ça aide beaucoup quand on dit, vous avez déjà entendu ça sûrement, j'utilise le « je » et non pas le « tu ». Je me sens comme ça, ou ça me fait telle chose, cette situation-là. C'est pas menaçant, comme quand tu dis « tu me fais sentir comme ça », tu me fais sauter mes gonds, etc. Ça, c'est plus agressif et l'autre va se mettre sur la défensive automatiquement. Au bon moment, comme je disais tantôt, c'est pas à 9 h le soir qu'on veut régler des problèmes, sauf si on n'a vraiment pas d'autre temps que ce 9 h le soir. Mais est-ce que c'est le bon temps? Est-ce qu'on est reposé? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'il y a des distractions présentement autour de nous? Est-ce qu'on est vraiment épuisé notre journée? On dit que de régler un litige autour d'un repas, c'est pas bon pour la digestion. À choisir le bon temps. Parler avec franchise, honnêtement, sans tromperie, sans demi-vérité, sans élever la voix.
dans notre vie de couple, je ne sais pas s'il y a des moments où on a haussé un ton de voix qui devenait dans la colère. Je n'ai pas souvenir qu'on a vécu ça. Il devrait avoir un ton respectueux dans nos conversations. Et parler avec le cœur. Aller au-delà de « Allô, il fait beau, hein? T'as-tu écouté les nouvelles? Fidel Castro est mort. » C'est des choses superficielles. On parle de nouvelles, etc. On ne parle pas de soi. Mais parler avec profondeur, c'est « Je me sens comme cela. Je vis cela. Je pense cela. Voici ce qui m'habite présentement. Ce que je vis avec Dieu aussi. » Alors, cherchez à vivre en profondeur. Là aussi, il faut comprendre, nous les hommes, on n'est pas comme les femmes. C'est moins facile pour nous d'exprimer nos émotions, ce qu'on ressent. Une petite citation que j'ai ici, c'est la suivante. « Demander à un homme ce qu'il ressent revient à demander à une femme combien elle pèse. » On n'est pas aussi en contact avec nos émotions. Quelqu'un va me demander comment ça va, René. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps d'y penser. On est moins, généralement, je dirais, moins proche de cela, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas grandir là-dedans puis communiquer nos émotions. Mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe qui n'est pas aussi naturel que pour vous, les femmes. Donc, quand on parle de communiquer avec le cœur, communiquer en profondeur, c'est dire, oui, on va aller au-delà, on va avoir des communications significatives l'un avec l'autre, mais l'homme a besoin de l'aide de la femme par rapport à ça. Voilà quelques éléments, j'espère qu'ils vont vous aider par rapport à la communication. Si j'essaie de faire un résumé global de tout cela, avant d'arriver à la conclusion, j'arrive à ma conclusion, ça va aider avec le résumé, c'est vrai. Voici des aspects à travailler en priorité. Peut-être avec ce qu'on a entendu ce soir, qu'est-ce que vous choisiriez comme priorité? Il y a différents aspects. J'en mets 4 ici. On a parlé qu'il fallait qu'il y ait des interdits. Pas de mépris. La première, c'était critique. Deuxième, mépris. Pas de dérobade. La quatrième, c'est quoi? Pas être sur la défensive. Cinquième, pas de colère incontrôlée. Hein? On veut bannir les interdits dans notre vie de couple. Alors, en tant que couple, il faut dire après ce soir, avec ce qu'on a entendu, est-ce qu'il y a des choses que vous devriez interdire, que vous êtes donné la permission de vivre? Ensuite, communiquer régulièrement. OK? Il faut regarder en couple. Est-ce qu'on a une communication régulière? Est-ce que nous sommes à jour dans notre vie? Ou est-ce qu'on a accumulé un ensemble de détritus, de choses pas réglées? Deuxième application potentielle pour vous ce soir. Troisième, communiquer humblement. Est-ce qu'on est connu pour une personne qui sait s'humilier, reconnaître ses torts, faire des démarches pour régler les situations ou pas? Communiquer de façon personnelle. Alors, est-ce que notre qualité d'écoute, qualité de partage avec l'autre, parler du cœur, où est-ce qu'on en est? Alors, là-dedans, vous pouvez décider comme action sur laquelle vous voulez vous attacher en premier. C'est sûr que la première, c'est on veut rejeter les interdits. La deuxième, c'est on a du ménage à faire. Troisième, on a des demandes de pardon. On n'a jamais travaillé là-dessus, on veut le faire. Quatrième, on s'ouvre vraiment pas beaucoup, on se contente de la pluie, du beau temps, puis du score, du hockey. Ça ne va pas plus loin que ça. On veut apprendre à aller plus loin dans notre communication pour mieux se découvrir l'un d'autre. Est-ce qu'il y a des questions? Des choses qui n'étaient pas claires ou des choses que vous aimeriez ajouter sur ce qui a été dit sur la communication? Oui. La question
Oui, oui. Ben, je pense à ce passage dans Galates 6, ça dit « Portez les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez la loi de Christ. » Non, peut-être pas comme ça que c'est dit, mais « Portez les fardeaux les uns des autres. » Alors, dans un couple, on a un fardeau, parfois c'est un fardeau personnel, un des deux au travail, et parfois c'est les deux ensemble dans la vie d'église ou avec les beaux-parents, la famille, la sœur, le frère, mais on vit comme couple. Alors, on est appelé à se soutenir l'un l'autre, porter le fardeau l'un l'autre, prier ensemble. Mais je vois dans la question aussi le danger que ça nous accapare tout, puis que plus rien d'autre existe après. Puis là, on a besoin de discerner avec l'aide de Dieu, là, où est-ce qu'on arrête, on dépose ça au Seigneur. Là. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut faire que de prier maintenant? Est-ce qu'on a déposé ça au Seigneur? S'il n'y a rien d'autre qu'on peut faire que de prier, bien, on va arrêter ça là, puis on va aussi continuer de vivre et nourrir notre vie d'autres bonnes choses qu'on peut avoir. Quand c'est la santé, là, c'est la santé personnelle d'un des deux, vous diriez, quand c'est la santé, c'est sûr que là, c'est comme, je ne sais pas si quelqu'un est atteint d'une maladie grave, de le porter en couple, c'est sûr que ça peut prendre beaucoup de place, puis là, on est humain, là, on est humain, et là encore, c'est de porter le fardeau ensemble, de remettre ça dans les mains de Dieu, puis avec sa grâce, on continue de vivre et de s'occuper des choses qu'on a à s'occuper. Donc, je dirais, oui, porter ça ensemble, mais on dépose ça. Et puis, on continue. Est-ce qu'il y avait des questions sur des petits papiers à me remettre ou bien il n'y en a pas? Pas? Oui? Non? D'autres questions? Oui. Certainement. C'est au sujet de la consolation que nous avons en Jésus pour des blessures du passé. Le Seigneur nous console. Et vous avez dit qu'après avoir reçu la consolation du Seigneur, on peut à ce moment-là être guéri, restauré. Est-ce que ça veut dire que lorsqu'on a de la difficulté à être capable de passer par-dessus les blessures, être capable de passer par-dessus les blessures reçues, est-ce que c'est parce que la consolation n'a pas eu lieu? Si on n'arrive pas à aimer comme Dieu aimerait qu'on aime les gens autour, est-ce que c'est parce que les blessures n'ont pas été guéries? Est-ce que c'est parce que la consolation qu'on a reçue de Jésus, mais pourtant, lui, c'est certain qu'il peut nous consoler parfaitement, mais si on n'arrive pas à dépasser ça, est-ce que c'est parce que ça, c'est pas vrai? Pour être restauré, pour être guéri, pour continuer librement, paisiblement, dans notre marche avec Jésus, les blessures du passé qui reviennent, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas laissé Jésus nous consoler? Si les blessures du passé reviennent, je dirais que oui, il y a une guérison qui n'a pas eu lieu. Sauf si c'est juste on se rappelle. Quand on est guéri, on ne perd pas la mémoire, mais la blessure n'a pas la portée avec les mêmes émotions, le même impact que ça avait avant qu'on soit guéri. Donc, on peut se rappeler des événements passés où on a été blessé, mais ayant été guéri, ça ne fait plus mal. Mais
la guérison, c'est un processus aussi. Il y a des fois où c'est pas instantané comme ça. Il y a besoin d'une période de convalescence où on est en processus de guérison, on est touché par le Seigneur. Et dépendant aussi dans quel milieu on se trouve, si le milieu, c'est un milieu qui est, entre guillemets, infecté, où je peux à nouveau être blessé facilement, la plaie est fragile, là, c'est une plaie ouverte, là, puis je suis en voie de guérison, alors il faut qu'il y ait un bon environnement pour que je puisse être restauré comme il faut. Donc, il ne faut pas nécessairement s'attendre à ce que je change immédiatement de comportement. Si je suis dans un processus de guérison, ça peut prendre du temps, mais je devrais m'attendre à avoir des nouveaux fruits dans ma vie. Si j'étais très sensible, par exemple, au rejet, je devrais m'attendre à ce que je sois moins sensible, moins atteint, parce que là, le Seigneur travaille dans ma vie, puis le mal que j'ai reçu, mais Dieu le remplace par le bien, parce que Dieu, lui, m'a fermé. Il m'a fermé, il me parle, tu es une créature merveilleuse, tu as de la valeur, tu n'es pas rejetable, tu es unique, etc. Puis je me fortifie. Et si je suis exposé à nouveau à quelque chose qui peut être offensant, bien, je suis moins atteint. C'est comme un système immunitaire, physiquement, biologiquement. Si on est très fragile, si on n'a pas un bon système immunitaire, bien, tout va nous atteindre. Hein? Mais si je suis restauré dans mon système immunitaire, je peux être exposé aux mêmes microbes, mais ça ne va pas m'atteindre aussi facilement parce que j'aurais développé une résistance. Mais c'est un processus. Je ne sais pas si ça aide, Marcel, dans la question. Oui. Oh, merci, oui. Merci pour cette marque d'attention. Oui. Quand il n'y a pas assez de jeu, puis on va fléchir le genou. C'est pas pire, merci. Oui. Oui, c'est vous. Il y a un moment donné où, mettons, il arriverait quelque chose de c'est une question de. Mettons, il y a un moment donné où tu peux arriver dans ton couple que, souvent, il y a une situation que tu voudrais que change. Mais là, mettons, ça ne changera jamais. T'abandonnes-tu, il y a une place à ça, renoncer à quelque chose que tu tiendrais que change, mettons, mais tu sais que ça ne changera jamais. Comment on vit ça, mettons, comment tu peux vivre ça, quelque chose que tu sais que, par exemple, en tout cas, c'est une discussion que j'ai eue avec tout le monde, je ne savais pas ça répondre. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment on peut aborder ça, tu sais, renoncer à quelque chose parce que l'autre, pour moi, il ne changera jamais ça, tu sais, si tu t'entendras jamais, peu importe ce que ça y est, le renoncement ou le, tu sais, garder ça, comment on vit ça, c'est correct de faire, et dans quelle mesure? Oui, je pense que bon, ça dépend toujours des situations, des exemples qu'on peut prendre, hein, mais C'est pas quelque chose, c'est pas malsain. C'est ça. C'est ça. Oui, mais je pense, comme par exemple, il faut être d'accord d'être en désaccord. L'unité, ça ne repose pas sur l'uniformité d'avis, de point de vue, de choses. Christiane et moi, il y a des choses sur lesquelles on ne voit pas de la même manière. Ça fait des années qu'on peut en discuter, puis on peut avoir encore un point de vue différent, mais on est d'accord de ne pas être d'accord. Parce que, comme tu dis, c'est pas majeur. Hein? On parle de choses qui ne sont pas majeures, là, pas vitales, là, pas... Tu sais, si... Hein? Ah, le magasinage, oui. Magasinage. Ma femme, hier soir, elle voulait aller se reposer en allant au centre d'achat. Dis-moi, c'est ma mort. C'est ma mort si je vais là. Non, merci, j'irai pas. J'étais marché autour du carré chez nous, là, tu sais. Mais au début, c'était comme...
sais, on allait magasiner, elle aimait ça, je n'aimais pas ça. Fait que je prenais mon journal, je m'assoyais sur un banc dans le centre d'achat pendant qu'elle magasinait. Puis quand c'était fini, ben... Et puis maintenant, elle choisit mon linge, je me l'amène à la maison, je l'essaye, ça marche, je le garde. Ça marche pas, elle me rapporte au magasin. J'aime vraiment pas ça, magasiner. On a été magasiner cette semaine, ensemble. C'était jeudi soir. Et puis, on était dans un magasin, j'ai besoin d'un logiciel, j'achète le logiciel, sort du magasin. Elle, pendant ce temps-là, a fait un petit tour, mais quand j'ai fini, elle avait fini. Puis après ça, on était à un autre magasin, on est rentré, ça a pris 10 minutes, on est sorti. C'était fini. Mais voilà, on a appris à vivre avec ça. Je ne changerai jamais, je pense que c'est impossible que j'aime magasiner. Juste en parler, oui, ça peut me fatiguer. Ou d'entrer dans un magasin. Donc, il y a des choses qu'il faut qu'on accepte chez l'autre. Les manies, des fois, l'autre va avoir une telle manie, puis t'as beau lui dire, machin, j'aimerais ça que la change pas, sa manie. Bon, on vit avec, on aime pareil. L'amour couvre une multitude de fautes. Hein? Hein? L'acceptation, c'est ça. Oui, c'est un bon point. Accepter l'autre plus que du renoncement qu'elle dit. Mais c'est un bon point, ça. Oui, tout à fait. Je t'accepte comme tu es. Je t'aime comme tu es. Je ne veux pas te changer. Tu es qui tu es. Avec... Exactement. Exact. Oui. Moi, j'aime le Canadien, ma femme a le on va être un game Canadien-Bruno. Ouais. Comment faire pour aller écouter la game dans ma chambre et le reste dans le salon? À quel point on peut tolérer que l'autre dans la même Vous n'avez peur de vous battre si vous êtes tous les deux devant la partie ensemble, c'est ça? Pas nécessaire. C'est pas nécessaire de se prendre. On peut rigoler. On peut rigoler. Alors, il faut de l'humour dans la vie de couple aussi, hein? Il faut de l'humour avec nos mauvaises habitudes, etc. Là. Il faut pouvoir rire. Hein? Ça fait partie de la vie de couple aussi. Si vous ne riez pas en couple, ça fait longtemps que vous n'avez pas ri en couple, là, il y a un problème. Il faut pouvoir rire en couple. Rire de nos défauts, nos petites différences, nos mauvaises habitudes. Hein? Il faut rire. Il y avait une main, il me semble, oui, derrière. Oui. Oui, très bon point. Merci de partager ça. Tout à fait. Et c'est l'œuvre du Seigneur. C'est pas à nous à vouloir changer l'autre, mais c'est au Seigneur à faire son œuvre. Merci. Oui. Oui, on est d'accord.
C'est ça. Il faut qu'on se rappelle la parole d'Éphésiens, que l'animosité, la colère, les clameurs, etc., disparaissent du milieu de vous. Alors, il faut qu'on s'entende dans les chicanes. C'est vivre des chicanes sans animosité, sans colère, sans clameur. Donc, c'est des différents l'art de développer la capacité de communiquer calmement dans nos différends, dans le respect de l'autre. Si on n'est pas d'accord, on est en conflit, on peut même être un peu fâché de la position de l'autre, etc., mais on le fait dans une attitude de respect. Alors, c'est important de comprendre ce texte-là d'Éphésiens, que tout ce qui est dit contribue à l'édification, des paroles agréables, etc. Donc, être en chicane de manière agréable, c'est pas évident, mais on regarde les Écritures et on veut entrer là-dedans. Alors, c'est pas évident. Nous, un de nos défis, ça a été la rénovation de la cuisine. Alors là, ça a été une affaire de 5 ans, à peu près. Hein? Ça a pris 5 ans. Entre le moment où Christian dit que ce serait le fun qu'on rénove la cuisine, puis qu'on y arrive, qu'on aboutisse 5 ans plus tard, l'année passée. Alors, il y avait toutes sortes d'aspects, mais on n'était pas d'accord avec ça, où Christian avait un désir, puis moi, je mettais les breaks, tout ça, mais ça pouvait avoir été un peu frustrant, parce qu'on n'était pas d'accord, mais on a continué de s'aimer quand même là-dedans. On ne s'est pas tiré les cheveux. Oh, donc, c'est l'art de développer les désaccords dans un contexte le plus harmonieux possible. Écouter l'autre, exprimer son désaccord, être patient, pas s'énerver. C'est un apprentissage de toute une vie. Hein? Dieu nous sanctifie, c'est un processus. Hein? Alors, l'important, c'est pas de se décourager là-dedans, mais de dire on veut grandir là-dedans. Pour certains, la barre va être plus haute que d'autres, mais s'encourager là-dedans que c'est possible de le faire. Oui. Est-ce que le fait d'avoir des enfants, c'est un facteur d'unification? Neutre, vous dites? Ben, ça peut être négatif aussi. Ça peut l'être. On pense, par exemple, là, quand le premier bébé vient au monde, à un moment donné, le mari se sent délaissé, là, parce que elle est toujours avec le bébé, elle l'allaite, elle se lève pour ça, puis à un moment donné, elle n'a plus d'énergie pour l'intimité avec son mari. Ça peut être une situation conflictuelle. À un moment donné, hey, j'existe, moi, tout, là. Qu'est-ce qui arrive, là? Alors, les enfants peuvent parfois amener une certaine distance aussi de leurs désaccords. Comment les élever? Toi, tu les élèves de telle manière, moi, je les élève de telle manière. On a encore des choses qu'on va peut-être régler juste au ciel, Christian et moi, sur la façon d'élever les enfants. On n'en a plus à la maison, puis c'est bien de même. Les petits-enfants, on les pourrit, là, on les gâte, là, ça, c'est notre job, là, c'est bien. Puis quand on est fatigué, ils peuvent rentrer chez eux. Ça, c'est la bonne job aussi des grands-parents. Mais ils peuvent être une source de division, mais aussi une source de rapprochement, parce que c'est la famille, on a envie de partager notre amour de couple, et puis vivre des choses ensemble, puis ensemble, là, on va porter les défis pour l'éducation de l'un, de l'autre, son caractère, ses problèmes, ses besoins. Et donc, on en parle, on discute. Donc, ça peut être tout ça. Neutre, je ne penserais pas. Soit, ça peut être négatif, ça peut être positif, un mélange des deux, je dirais. Oui? Oui, certainement. Exactement. Ah oui, la même chose. Je pense que ce qu'on veut vivre dans le couple, on veut le vivre avec les gens en général, incluant nos enfants aussi. Ils ont besoin d'être écoutés. Hein? Ils ont besoin... Puis faire attention à nos paroles. Pas avoir de paroles méchantes, rabaissantes, etc. Pas dénigrer, pas critiquer. Tout ça, certainement, ça s'applique à nos enfants. Est-ce qu'on arrive vers la fin? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui a une question brûlante ou... Oui? Comment on fait pour saisir la communication, pour faire sortir les émotions de notre conscience?
C'est une bonne question, hein? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont trouvé la réponse ici? Comment? Beaucoup de prières? À Christiane, elle dit, tu peux poser la question à ton mari, qu'est-ce que ça te fait? Telle chose. Marie peut répondre, je sais pas. Ou il n'est peut-être pas en contact avec ses émotions. Oui. Donc des questions qui n'accusent pas. Mm-hmm. Qu'est-ce que les hommes vous diriez par rapport à ça? Un homme derrière qui veut dire quelque chose? J'entendais à un moment donné le témoignage d'un homme qui s'est converti, qui avant il disait qu'il s'ennuyait des tablettes. C'était son témoignage. Dans les tablettes, je veux dire, n'importe quoi, tout privé, on se parle, on fout, on se comprend. Puis, il parlait dans l'église que tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas ouvrir ton cœur, tu ne peux pas ouvrir ton âme. Et je pense que les hommes, en général, s'ils sont dans un milieu avec leur épouse, ils sentent la sécurité, que l'église écoute sincèrement, dans deux comprendre, pas dans un esprit de critique, de chiolage, de prendre à défaut, de coincer. Je pense que les gens écoutent. Et je sais pas, les autres frères, Oh, merci, c'est bon ça. Un autre? Moi, je suis d'accord avec ça, solide. Moi, je parle n'importe quoi avec la femme. Je vais trouver que j'ai vu une autre femme aujourd'hui, je la trouvais belle, je la trouvais avec tout, mais je ne le dirais pas à plein de monde dans l'église. Je vais pouvoir apporter plein de sujets avec ma femme que je vais faire. Donc toi, ton secret, c'est-tu parce que tu as de la facilité à parler déjà de tes émotions? D'un mari comme ça, OK. Donc là, c'est pas un problème, là. Lui, là, c'est facile pour lui. Mais c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Noël veut dire quelque chose. Puis des fois, on pense toujours de communiquer, c'est verbal. Mais si la femme est attentive, on peut communiquer le non-verbal. Tu sais, on ne communique pas, on est différent, c'est ça. Ouais. Des fois, moi, j'ai entendu dire, des fois, de mes sœurs dans le Seigneur, dire qu'il est arrivé que les hommes puissent communiquer comme les femmes, on est différents. C'est pas comme ça. Fait que ton non-verbal, toi, Noël, ça va être exemple. Le non-verbal? Non, mais d'être soucieux. Soucieux. Des fois, tu n'es pas obligé de dire, regarde, là, je vis de la pression au travail, ou quoi que ce soit, mais des fois, dans notre verbal, où on n'est pas là, tu veux dire, Donc l'épouse va te chercher à ce moment-là, dire, t'as l'air soucieux. ça, il y a quelque chose, là, comment c'est... Ouais. Comme d'habitude. Ouais. Puis, une notion qu'on a besoin, c'est que nous, ça prend du temps. Moi, ça me prend du temps. Mais quand on regarde les sœurs, là, ça casse, pas de problème, des fits, ça tape. C'est vrai, les hommes, on est plus lents à la détente. On serait d'accord pas mal, hein, nous les gars. Hein? Tu sais qu'on est... Oui, Guy? Moi, je serais un exemple appliqué, tu vois, dans les deux temps. Dans l'exemple de l'étendue, que la table, c'est une grande armoire, avec des tiroirs. Alors, dans l'exemple, je trouve très bien, moi, tantôt, on parlait de hockey, Bruce Canadien, pas vrai, parce qu'on a une télé canadienne, mais ma fille n'aimait pas le hockey. C'est une culture qui est arrivée avec le temps, parce qu'elle sentait que j'avais ça beaucoup. Finalement, ben, elle a pris un certain intérêt. Aujourd'hui, dans son garde-robe ouvert, elle se trouve chandail des Canadiens. Donc, on se rejoint là. De ma part à moi, moi, je n'aimais pas marcher, parce que j'ai un travail où je marche peut-être 5 km par jour. Quand j'arrive à la maison, je me dans mon côté, et Mado aime énormément la marche depuis qu'elle est longtemps.
Et progressivement, j'ai commencé à prendre le goût. De la même façon, elle a prendre le goût du hockey. Moi, je prends le goût de la marche. Au début, c'était un effort que je faisais, mais avec le temps, elle avait mis changer les graines dans le cavalade, puis moi, j'ai ramené un savoir à mon savoir, c'est la marche. Et comme ça, concrètement, tous les deux, on peut dire qu'on va se faire beaucoup les deux pour rapprocher un peu les choses ensemble. OK. OK. Merci. Ouais. C'est pas évident, l'autre. C'est faut commencer comme à jaser, commencer par jaser tout ce qui est. C'est ça. C'est ça. Oui. C'est pas la balance des hommes de pas pouvoir parler de leur émotion, mais les hommes sont des amis motards, et les exprimer facilement, et ça peut être la femme. On voit que c'est une question. Oui. Il y a des généralités. Comme les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus, c'est des généralités. Mais là-dedans, il y a des différences aussi. Monsieur? Si on accepte que notre homme va être moins amené à exprimer ses émotions, il faut l'accepter. Les femmes dans ce temps, les hommes acceptent. La communication passe nécessairement par beaucoup d'émotions. Peut-être dans une relation, ça peut être trouvant, mais il faut accepter le fonctionnement mental d'une autre qui n'est pas semblable aux autres. Ça, c'est une acceptation. Oui. Et ici, il est en harmonie avec son niveau. Si on est pour le vivre, essayer d'accepter les choses qui ne sont pas pour nous. Christiane. Mais ça serait bien que la personne qui a la peine à exprimer ses émotions, le vit avec. Puisque moi, je suis un peu soignée, je peux pas pouvoir exprimer mes émotions, c'est qu'il y a un truc qui me dit que c'est vraiment très, pas de parfait, mais Vous avez tous entendu derrière, ça va? Non. Alors que la personne qui a la peine à exprimer ses émotions puisse aussi l'exprimer à l'autre, à dire « je ne sais pas comment faire, j'ai de la peine, j'aimerais bien, mais j'y arrive pas facilement », d'être ouverte là-dessus, d'être ouverte à sa difficulté. Alors, merci Christiane. Puis pour l'intervention d'avant, oui, c'est vrai que des fois, peut-être on peut avoir des attentes ou des exigences que l'autre nous communique à un niveau que ça ne lui correspond pas. Il n'est pas comme ça. Il va peut-être s'exprimer manuellement, avec des choses qu'il va faire. Son langage, ce ne sera peut-être pas nécessairement un langage au niveau des émotions, mais un langage au niveau d'exprimer par le faire. Donc, il y a différentes variantes. Je pense que ce que Marcel pouvait poser comme question tantôt aussi, c'est bien Marcel, hein, je ne me suis pas trompé de nom, c'est que l'important, c'est que l'homme et la femme, on se rejoigne. Qu'on se rejoigne l'un l'autre. Qu'il y ait un terrain de communion. Si la difficulté de l'un d'exprimer ses émotions a comme impact qu'il y a une distance dans le couple, c'est là qu'il y a quelque chose à travailler. Parce qu'on veut être proche l'un de l'autre. On veut être un. Et en dehors, pas juste au niveau sexuel, mais on veut être un au niveau relationnel. Donc, il faut pouvoir développer cette communication-là, qu'elle soit différente, mais que les deux se sentent rencontrés là-dedans. Que si l'un dit, mon mari ou mon épouse, c'est pas sa force de parler au niveau des émotions, mais me communique sa tendresse, son intérêt, son écoute de d'autres manières, et que ça me rejoint, c'est là le but recherché. Enfin, je dirais, ayons les yeux fixés vers notre objectif d'être proches l'un de l'autre. Deux personnes peuvent être assises l'une à côté de l'autre, se tenant par la main, pas se dire un mot pendant une soirée, puis être très proches. Être juste bien ensemble. Puis ça s'arrête là. Donc, c'est cet aspect-là, je pense, à travailler, à développer. Puis si on ressent une distance, un éloignement, que l'autre est un peu comme un étranger, et c'est là que dit, OK, peu importe la personnalité, peu importe les différences, faisons en sorte d'être proches l'un de l'autre selon les moyens qu'on va se trouver. Ce serait la réponse que je dirais, que je donnerais là, dans cela pour
pour qu'on puisse trouver là, les façons de faire avec une compréhension de notre objectif, c'est quoi? On veut être un, les deux ensemble. C'est ça. Donc, oui, on avait vu cet aspect-là que l'homme a une fragilité. Je pense pas que vous disiez qu'on pouvait, nous les hommes, faire moins mal à la femme que la femme à l'homme. Je pense pas, hein? Je pense pas que c'est ça qu'il voulait dire. Mais c'est vrai qu'on peut autant blesser notre épouse, bien sûr. Oui. Et je pense que c'est ça, la parole nous invite au dépassement. C'est une chose de constater nos différences, ça nous permet de mieux travailler ensemble après. Donc l'idée des différences qui sont des généralités, on s'entend, il peut y avoir des stéréotypes, mais c'est pas des généralités. Cette idée de différence, c'est pas pour qu'on se campe dans nos différences, mais c'est pour mieux avancer, mieux se développer comme couple et dépasser nos différences. Et un peut freiner son ardeur et l'autre peut s'efforcer davantage pour se rencontrer. Dans ce sens-là, les hommes sont de Mars, les femmes de Vénus. Il faut qu'on se retrouve sur la planète Terre, quoi. Oui, donc ça, c'est l'élément d'être sensible pour la femme quand l'homme fait un effort, de pouvoir bien l'accueillir, bien recevoir. Oui, ça, c'est c'est une réponse aussi à ce qui était posé tantôt. Quel genre de questions on peut poser pour aider l'autre, et quel genre de réaction aussi on peut ne pas avoir pour pas nuire à l'autre quand il souffre. Ouais. Le temps passe. La soirée de hockey est avancée aussi. Alors, je vous embête avec ça. C'est combien, là? 0-0. Bon, OK. On n'a rien manqué encore. Ben, je vous remercie beaucoup pour votre... quoi? Il y a quoi? Une question? Josiane, vous aviez une question? C'est ça.
C'est bon, merci. Et ça demande de la part de chacun d'entre nous, peu importe qu'on soit homme ou femme, la capacité de verbaliser là où on est présentement. Et c'est bon, c'est un bon point, ça à développer. Commençons quelque part. Maestro? Alors, merci beaucoup. Plaisir.